Peggy, je vais commencer avec vous. Vous êtes entraîneur national, sélectionneur championne d'Europe avec la sélection U17 féminine en 2023. Et j'aimerais que vous nous disiez un petit peu, que vous nous fassiez un constat technique de la formation féminine. On en est où, on fait quoi? Merci. Donc on en est où, on fait quoi? Déjà, on va repartir sur un point historique. 98, bien sûr, on gagne la Coupe du Monde chez les garçons. Derrière, on fait un constat, c'est qu'effectivement, il y a des licenciés, beaucoup de licenciés féminines. Qu'est-ce qu'on fait avec l'impulsion du directeur technique national de l'époque, Aimé Jacquet, et bien sûr, sous l'impulsion d'Elisabeth Loisel, ici présente en tant que sélectionneur, on lance le premier plan de féminisation. Bien sûr, avec l'idée à la fois de travailler sur la formation et la formation au niveau des lycées. Donc, on ouvre le pôle France ici à Clairefontaine pour former la joueuse de demain, mais aussi répondre tout de suite aux exigences du haut niveau pour pouvoir qualifier l'équipe de France A. Et donc, on se qualifie pour le championnat d'Europe et la Coupe du Monde en 2003. Donc, à partir de là, du coup, effectivement, on s'intéresse à la fois au football féminin, au niveau de la fédération, au niveau des éducateurs et aussi, pas forcément, au niveau des clubs. Le cycle de formation sur le parcours de performance fédérale avec 8 pôles, donc 8 pôles sur les années lycée, nous permettent, dans un second temps, année après année, de gagner des titres. Et là, on gagne 5 titres européens sur les U19, on gagne 1 titre mondial avec les U18, et enfin, on gagne, l'année dernière, j'ai la chance de pouvoir y participer, le titre en U17 tant attendu pour à la fois la fédération, l'institution, parce qu'effectivement, comme l'a dit Hubert, on est des enfants de la fédération et j'en suis aussi, au même titre que Laura qui est ici présente, on est des vrais enfants et des vrais produits de la fédération. On a grandi ici en tant que stagiaire au niveau du pôle France et aujourd'hui, on a la chance dans nos différentes missions, que ce soit Laura au niveau du COMEX, comme moi au niveau de la technique, d'apporter tout ce qu'on a pu apprendre. Si je peux me permettre, Sabrina disait juste avant qu'on commence cette table ronde, on est d'accord, on raconte pas tout ce qu'on a fait à l'INF. Exactement, ça reste. Non, je sais pas. Moi, j'avais plein de questions. Laura vient d'insister, ce qui s'est passé à l'INF reste à l'INF. J'ai l'impression que vous acquiescez tous. Donc tout le parcours fédéral du coup a été construit sous l'égide d'Aimé Jacquet et de différents éducateurs avec la collaboration du coup de la formation pour former des éducatrices et pour prendre les différents pôles régionaux. À partir de là, une fois qu'on a gagné les différents titres chez les jeunes, forcément on s'intéresse à les amener en A pour gagner un titre majeur. Le constat qui a été fait du coup en 98, c'était de dire, et Aline était aussi avec nous en équipe de France, c'était la plupart des joueuses et étaient issus de la mixité. Donc tout le monde avait un long parcours en mixité. Donc le constat de former les joueuses de demain, mais aussi le constat de dire en équipe de France A, qui nous ont permis d'être à la Coupe du Monde comme au championnat d'Europe, c'était de dire on a joué, en l'occurrence pour nous, jusqu'à 16 ans, avec les garçons. Donc l'intérêt de la mixité. Et le deuxième constat se fait encore cet été sur la Coupe du Monde. On s'aperçoit que la joueuse de demain, elle a 2 pieds. La joueuse de demain, elle se retourne des 2 côtés. La joueuse de demain, elle joue aussi de la tête. Elle prend l'information, elle a le sens du jeu, l'intelligence de jeu, ça c'est sûr, et un sens tactique. Donc par rapport à ça, qu'est-ce qu'on... On se met tous autour de la table, sous l'égide de Hubert Fournier. Donc là, l'idée, c'est de dire, on s'intéresse à quoi? Forcément, ce qui s'est fait chez les garçons, avec un modèle de la préformation. Qu'est-ce qu'on peut faire chez les filles? Est-ce qu'on peut les préparer plus tôt? Certainement que oui. Donc là, on se met tous autour de la table. Et puis du coup, le pôle France ne devient que du coup un institut. Et du coup, on n'est plus qu'un institut national du football. Il est féminin et il est masculin. Et à partir de là, on prépare les joueuses plus tôt. Donc, qu'est-ce qu'on fait à la préformation? On travaille les 2 pieds. On travaille les 2 côtés, on travaille le jeu de tête et on commence à la fois la première année à travailler sur l'individu, la deuxième année sur la connexion à l'équipe et on les prépare à éventuellement sortir sur un centre de formation, intégrer une sélection jeune et plus tard, bien sûr, puisque on est tous là aujourd'hui pour ça, c'est gagner un titre majeur au niveau de l'équipe de France A et c'est vraiment le souhait de toutes et tous. Parce que le football féminin se gagne pas qu'avec des filles, mais bien sûr en mixité. Je prône la mixité au quotidien, mixité dans la pratique,
mixité dans l'encadrement, mixité chez les élus, mixité pour décider, mixité pour faire et savoir faire. Et à partir de là, si tout le monde collabore, effectivement, comme en 98, sous l'égide d'Aimé Jacquet, on pourra éventuellement gagner un titre majeur tous ensemble et dire que le football féminin est en capacité de rajouter une étoile à Clairefontaine. Et ça, c'est notre plus grand vœu à tous. On peut l'applaudir. Christian Bassila, vous êtes le directeur de l'INF. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose sur la préformation. Alors, il a beaucoup été question de mixité. Il y a peut-être des précisions à donner. Oui, bien, d'abord, bonjour à tous. Effectivement, Peggy a enchaîné avec le projet qui a été initié par la DTN et Hubert Fournier, donc de créer, de faire passer l'INF Clairefontaine en premier centre de préformation mixte. Et c'est vrai que quand on entend mixité, beaucoup de filles au départ pensaient qu'elles allaient s'entraîner avec les garçons. Donc l'INF mixte, c'est quoi? C'est un concours garçon, un concours fille. Et ensuite, derrière, c'est s'appuyer et capitaliser sur 50 ans d'existence. Voilà. Alors, moi, je ne suis pas vraiment un enfant de la fédération, je suis plus un enfant de l'Olympique Lyonnais. Et c'est vrai que sur cet aspect-là... un enfant du football. Sur cet aspect-là, on avait un temps d'avance à Lyon, puisque, effectivement, quand j'étais à Lyon, j'étais responsable de la préformation mixte, et on avait déjà des filles qui basculaient avec les garçons. Et donc l'idée, quand Hubert nous a proposé ce projet, c'était de faire 2 concours distincts, mais derrière ne s'enfermer dans rien, c'est-à-dire décloisonner un peu les choses, et donc faire des bascules en fonction des besoins des filles. Et Hubert l'a rappelé, on est un peu un laboratoire, donc on avance avec des jeunes filles qui découvrent la préformation, et il faut savoir aussi que donc, ce sont des jeunes filles qui sont issues de la région parisienne, mais qui découvrent l'éloignement familial. Donc on avance tranquillement à leur rythme, voilà. Et je vais reprendre un peu les propos d'Hubert, où on va être très attaché à leur bien-être, parce que c'est vrai qu'un parcours de formation, on sait la place de la préformation, et aujourd'hui, c'est vrai que l'INF a été précurseur sur l'aspect technique, et on est venu un petit peu enrichir tout ça avec surtout l'aspect mental, l'aspect psychologique, et c'est vrai qu'on est aidé avec le centre de recherche qui vient d'ouvrir sur l'accompagnement de ces jeunes pour pouvoir leur permettre derrière de faire un parcours de formation dans les meilleures conditions. Alors, si vous êtes un spécialiste de cette mixité, c'était pas prévu évidemment, fallait pas demander à une journaliste de poser des questions. En termes de mixité, qu'est-ce qu'un garçon va apporter à une fille et qu'est-ce qu'une fille va apporter à un garçon? Parce que c'est un parcours qui est, j'ai bien compris, séparé, mais il y a quand même une vie commune. Exactement. Alors c'est vrai que nous au départ c'était nouveau aussi pour nous. Hein. C'est vrai que la volonté d'Hubert c'était que les filles qui allaient s'entraîner avec les garçons n'affaiblissent pas le niveau. Et c'est vrai qu'en région parisienne, l'ADN de l'INF a toujours été des garçons à fort potentiel technique. Et donc là, encore une fois, on a été agréablement surpris par le niveau technique des jeunes filles. Et c'est vrai qu'en avançant, c'est là où tout le projet a pris son sens. Et les filles étant dans un contexte différent, ont une manière d'apprendre différente, elles ont transféré un petit peu leur attitude aux garçons, avec plus de concentration, plus d'attention, et là on le ressent vraiment sur les séances. Plus de travail. Oui, alors je dirais pas plus de travail, mais c'est vrai que par exemple les filles sont beaucoup plus studieuses, écoutent plus les consignes, et c'est vrai que des fois les garçons, il faut pouvoir un petit peu les canaliser parce que ce sont déjà des compétiteurs. Les filles aussi, mais c'est vrai qu'elles ont plus cette envie de bien faire, c'est-à-dire qu'elles ont vraiment cette envie de vouloir réaliser les choses qu'elles savent pas faire, et alors que les garçons sont plus dans la jouerie, on va dire. Et donc là, ça a vraiment été intéressant dans les apprentissages pour les garçons parce que ça nous a permis de mieux les canaliser. Vous aviez l'air d'acquiescer, Peggy, sur l'importance de cette mixité et des échanges. Effectivement, les apports réciproques sont super importants. Moi, je considère que pour faire grandir une personne, il faut les apports des deux. Et effectivement, l'un structure l'autre dans des domaines différents. Mais pour le voir au quotidien, les garçons sont structurés forcément par les apports que les jeunes filles peuvent apporter. Et l'inverse, parce qu'effectivement, le garçon, pour un exemple très précis sur le terrain, le garçon donne une consigne. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va chercher à gagner. Lui, il veut juste répondre au but de la consigne. Donc le football, c'est de marquer un but de plus que l'adversaire. Donc lui, il va juste vouloir gagner. Et la joueuse à côté, elle va chercher à structurer avant de gagner. Donc du coup, l'un apporte à l'autre.
Bien sûr, sur la concentration des filles amène beaucoup de choses aux garçons. Et puis après, pour l'avoir vécu, parce que la première mixité, on en parlait tout à l'heure avec monsieur Francisco Filio, c'était à l'ouverture du Pôle France, que ce soit Laura, que ce soit Camille Abili, Sonia Bonpastor ou Dalataf. On s'entraînait donc avec la promotion de monsieur Francisco Filio, il nous découvrait. Il découvrait le football féminin. Aïe, aïe, aïe. Et donc il était très content de nous avoir, et justement on a apporté à ces garçons, et il peut aussi en témoigner, et à l'inverse bien entendu, les garçons nous ont apporté, puisque plus fort, plus vite, plus loin, plus précis dans toutes les qualités techniques et physiques. Et donc par rapport à ça, c'est important pour nous au quotidien de le faire dès le plus jeune âge. Et encore une fois, je vous le redis, beaucoup de joueuses chez nous, à l'INF, jouent encore en mixité. Donc c'est important aussi pour nous de l'avoir ici au quotidien, au sein de l'INF. Mais pour moi, c'est un vrai intérêt. Et les deux footballs, et si je puis dire le football, l'un apporte à l'autre. J'espère qu'elle sème un peu la zizanie aussi. Non, ça, c'est en bonne intelligence. Alors justement, vous n'avez pas de zizanie à l'INF. Je ne reviendrai pas, Sabrina, sur ce qui a été dit avant. J'aurais voulu qu'on se reconcentre sur la modification du parcours de formation et la création des centres de formation dans les clubs professionnels. Oui, donc c'est vrai que l'idée au global, c'est que la fédération et les clubs travaillent ensemble pour améliorer et augmenter le nombre d'années du parcours de la joueuse. C'est vrai que nous, par exemple, au Paris Saint-Germain, on a 14 joueuses qui sont aujourd'hui à l'INF en préformation, parce que on n'a pas aujourd'hui les infrastructures, même si c'est un projet sur lequel on réfléchit. Mais évidemment, l'idée, c'est d'optimiser et d'améliorer au maximum le parcours de la jeune joueuse. Et donc, dans cet objectif-là, la fédération a soutenu la création des centres de formation dans les clubs. Et donc, cette saison, il y a eu 6 créations d'agréments de centres de formation féminin, dont le Paris Saint-Germain que je représente aujourd'hui, mais également l'Olympique Lyonnais, Fleury, PFC, Bordeaux et Montpellier. Il y a pour la saison prochaine 2 autres projets qui sont présentés et qui ont des candidatures très sérieuses, donc ça montre aussi l'implication des clubs. Et donc aujourd'hui, on est au centre de formation, on a obtenu un agrément officiel ministériel qui permet d'améliorer l'accueil, l'infrastructure, les conditions de formation de nos jeunes joueuses. Et tout ça a vraiment l'intérêt de tirer vers le haut, d'obliger les clubs aussi à élever leur niveau d'exigence dans ce qu'ils proposent pour la formation des jeunes joueuses. On est passé au Paris Saint-Germain d'un effectif de 20 joueuses qui étaient dans une section sportive, aujourd'hui à 34 joueuses formées, donc on multiplie aussi la quantité mais aussi la qualité. On a recruté Sonia Aziraj en directrice technique du centre de formation, diplômée d'un BEFF. On a amélioré toutes les infrastructures liées au médical, au bien-être de la joueuse. On a augmenté le nombre de personnes dans le staff. Donc tout ça, c'est vraiment un travail qu'on fait conjointement avec la fédération qui nous soutient dans les clubs. Pour souligner aussi ce que disait tout à l'heure Hubert, c'est vrai qu'on est très attentif évidemment au bien-être de la joueuse. On parle d'éloignement tout à l'heure familial, même si la plupart de nos joueuses viennent de l'Île-de-France. Il y en a certaines qui viennent d'un petit peu plus loin. Donc il y a un temps d'adaptation, il faut être pas uniquement sur former une joueuse de football. Il y a le projet scolaire. Donc on a au Paris Saint-Germain aussi pour la première fois mixé les centres de formation. Donc nos classes aujourd'hui sont mixtes, les filles et les garçons sont dans les mêmes classes. Tout ça, ce sont des avancées très importantes. Voilà, vraiment, c'est un constat que je fais. Je reviens ici 20 ans plus tard, quasiment, et je vois le parcours qui a été fait. Moi, j'ai été formée 4 ans ici à l'INF, et je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir contribuer à la fois dans mon club, mais aussi dans la commission à laquelle je fais partie du football féminin de haut niveau, d'essayer d'améliorer les conditions de formation de nos joueuses pour les emmener le plus haut possible. Alors, comme on célèbre un anniversaire, peut-être un petit souvenir de ces années INF. J'y tiens. Non, honnêtement, je vais pas citer un exemple particulier, mais ça me fait plaisir en tout cas de revoir certaines anciennes joueuses. Moi, je sais pas si elle est là, mais Nathalie Jarros, qui est responsable du pôle aussi à Liévin. Ça a été ma coloc pendant 2 ans, et aujourd'hui, voilà, on est toutes les deux dans des postes différents, mais on se retrouve, on se connecte et on partage pas mal d'informations, et on essaye toujours d'avoir cette vision. Et c'est vrai qu'on a grandi ici avec une philosophie, une valeur, des
valeurs qui nous ont été inculquées. Et je sais qu'aujourd'hui, mon passage à l'INF m'a fait grandir. J'ai grandi ici. Quand on passe de à peu près... j'avais quel âge quand je suis arrivée? J'avais 16 ans. De 16 ans à 20 ans, forcément, c'est un âge crucial dans l'étape de construction d'une jeune femme. Donc voilà, que des bons souvenirs, et je suis ravie de revenir ici 20 ans plus tard. Peggy, vous vouliez ajouter quelque chose? Pas plus, simplement effectivement redire que ça nous a vraiment construit, et aujourd'hui beaucoup des joueuses de la première génération du Pôle France sont à des postes impliquées dans le football féminin, que ce soit Laura, Sonia Aziraj qui est ici, Émilie Dos Santos qui est aussi directrice du pôle à Tours, et effectivement Nathalie Jarros qui est à Liévin et qui était avec moi. Donc c'est le premier duo féminin qui a gagné le titre de championne d'Europe U17, qui a apporté du coup le premier titre à la fédération. Et ça c'est important parce qu'au-delà du modèle de la préformation et formation de la joueuse, il y a aussi des futures éducatrices. Donc, et dans les générations du Pôle France jusqu'à aujourd'hui, on a déjà des joueuses qui nous sollicitent, et notamment qui sollicitent Sandrine Roux, qui est sur le suivi socio-professionnel, pour se former et avoir un accompagnement pour être de futures éducatrices. Et ça, c'est très important aussi. Bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, la mixité de joueuses, mais la mixité de staff est importante. Donc, à nous de aussi élever le niveau de compétence de toutes nos éducatrices. Et du coup, la première génération du Pôle France est aujourd'hui totalement investie dans différentes missions. Et ça, c'est important pour le football féminin. La mixité du staff, la mixité dans les instances, la mixité dans les équipes. Si je parle de mixité et que je m'adresse à vous, Jean-Michel Aulas, je sais que j'ai une oreille attentive. Merci beaucoup d'être avec nous. On peut peut-être revenir sur, j'allais dire, tout ce qui a été fait dans le football féminin. Vous avez fait une grande partie, donc vous êtes le spécialiste. Et peut-être se tourner vers l'avenir, si vous avez c'est une vraie vision que vous avez. Donc on va partir de ce qui a été fait et on se tournera après vers l'avenir. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que c'est un vrai plaisir d'être ici. D'une part parce que quand on a une vision, quand on essaye de développer un système, une organisation qui va tirer vers le haut le football féminin, on ne peut que le voir de manière globale. Parce que pour pouvoir développer ce qui a été fait chez les garçons, c'est-à-dire des centres de formation très performants, avec des investissements lourds que fait la fédération, merci à Philippe de nous donner les moyens de poursuivre, eh bien il faut essayer de faire en sorte que l'écosystème qui va pousser, qui va tirer le football féminin vers le haut, eh bien, soit présent à tous les niveaux. Donc il y a la formation, et puis il y a évidemment le football professionnel, parce que c'est celui qui va être visible, et c'est celui qui va irriguer sur le plan économique tout ce que l'on a à créer et à développer. Donc j'ai essayé de participer, bon j'avais eu la chance de le faire au sein de l'ECA, de l'European Club Association, avec l'UFOA, je vois que Kevin Lamour est là et j'en suis très très heureux, de faire en sorte de sensibiliser tout le monde sur l'intérêt pour les grands clubs qui tirent le football d'une manière générale, d'avoir des équipes féminines, et quelques années après, à l'ECA, tous les grands clubs de football européens avaient leur équipe féminine. Et ça permet de crédibiliser et de créer les conditions après de développer à la base, et puis aussi dans l'environnement de tous les jours, eh bien les solutions qui vont permettre de se développer. Alors sur le plan français, bon, c'est vrai qu'il y avait pas mal de réticences, bon, qui sont des réticences non voulues, c'est un état de fait. Donc il a fallu vraiment démontrer, là aussi, bon alors Lyon a été, l'Olympique Lyonnais a été un petit peu la phase expérimentale pour démontrer que le football féminin pouvait aller conquérir des titres et derrière créer les conditions d'une équité, d'une parité qui était tout à fait importante. Bon, moi j'avais un cursus qui n'était pas un cursus de football à l'INF, mais d'entrepreneur. Et dans toutes les entreprises qui sont en général des grandes entreprises que j'ai eu à diriger, je m'étais rendu compte que la présence d'éléments féminins dans les organes de direction était une des conditions de la réussite partout où je suis passé. Donc j'avais pas besoin d'être convaincu
convaincu, mais j'ai essayé de transposer en fait ce qui existe depuis des années dans le monde économique et industriel dans le football. Et donc en 2004, c'est parti d'un club féminin, le FCL, qui était en difficulté financière, qui a intégré la structure de l'Olympique Lyonnais. Et donc on a essayé à partir de là, sur le plan fédéral, de pouvoir mettre en place un plan complet. Et la première partie sur laquelle vous m'interrogez, c'est de savoir ce qui avait été fait sur le plan de la crédibilité et de l'organisation du football féminin professionnel. Eh bien, on a complètement réformé très très vite. Et la vitesse, la rapidité était importante parce que si on avait mis 2, 3 ans ou 4 ans pour avancer, je pense qu'il y aurait eu quelques réticences. Donc en un an, on a, grâce à cette... Il fallait tout bousculer en fait. On a tout bousculé, voilà. On a tout bousculé, on a changé les structures du championnat, on a réformé aussi l'organisation des compétitions en instaurant ce qui est indispensable quand on veut se projeter sur le long terme, des licences, comme ça a été fait chez, bien sûr, les garçons, de manière à faire en sorte qu'on ne vienne pas dans le football féminin professionnel pour exister une année, mais pour se donner les moyens, et y compris vis-à-vis de ceux qui nous en donnent des moyens, c'est-à-dire la télévision, les partenaires, et bien de démontrer que il y a des contraintes qui sont des licences, mais qui sont aussi les garants demain d'une exposition médiatique qui est une exposition tout à fait importante. Donc réforme du championnat, création des centres de formation, Sabrina l'a rappelé, donc merci à la DTN d'avoir négocié avec le ministère des Sports, là aussi très rapidement. Bon, la présence d'Amélie a permis d'accélérer au niveau du ministère des Sports, je crois, cette autorisation de créer les centres féminins. On a dit, il y en a eu 6 tout de suite. Il y en a 2 nouveaux qui vont se créer l'année prochaine. Et donc, d'avoir une répartition intelligente aussi des responsabilités avec la fédération, centre dans les clubs, mais aussi avec la réutilisation des pôles espoirs de manière tout à fait coordonnée et avec une vision de préformation et de formation qui est, bon, j'en suis pas le responsable, mais qui est intelligente. Merci à Hubert d'avoir poussé dans ce sens-là, parce qu'on va pas consacrer des ressources économiques en concurrence, mais en synergie. Et ce qui est fondamental, parce que moi j'ai connu alors dans le football masculin une époque où effectivement il y avait non pas une concurrence, mais enfin il y avait une certaine émulation. Bon, donc là on a essayé de partir vraiment avec des structures qui soient des structures très très positives. Donc réforme du championnat avec aussi la création donc d'une division 2. Et d'une division 3 professionnelle, bon, on parle des filles, hein, on parle pas des garçons, et avec un point particulier auquel je tenais beaucoup, qui est de faire en sorte que les centres de formation, pour pouvoir légitimer la formation des clubs, puissent participer, pour les clubs qui avaient un centre de formation, à la division 3. Et ça ne veut pas dire, je rassure tout à fait le monde amateur, que parce qu'on a un centre de formation et qu'on est en division 3, on va écraser le championnat. L'Olympique Lyonnais, qui a de bonnes caractéristiques, aujourd'hui a déjà perdu 2 ou 3 fois en championnat de D3 avec son équipe de formation. Donc voilà, donc un équilibre intelligent, prospectif, qui va permettre aussi de se positionner vis-à-vis des médias. Et on est allé donc chercher un partenaire. C'était pas facile parce que on était à un moment où il y avait une certaine crainte, une certaine réserve par rapport aux retransmissions de télévision et donc des ressources qui étaient associées. On a réussi à convaincre Canal, merci à Canal d'avoir participé à cette grande aventure, sur un contrat de 6 ans, avec un certain nombre d'objectifs progressifs. Et c'est vrai que quand on s'est engagé, on avait en face déjà les éléments de crédibilité, puisque licence, puisque terrain adapté, éclairage adapté, accueil adapté, environnement prospectif. Et on a aussi, pour valoriser tout ceci,
créer ces playoffs. Donc quand je disais qu'il fallait aller vite, bon, parce qu'on me l'a reproché, mais pourquoi des playoffs alors que bon, l'Olympique Lyonnais ou le Paris Saint-Germain étaient bon, et le Paris Saint-Germain comme l'Olympique Lyonnais ont accepté rapidement. C'était pas facile, hein, je pense que chez les garçons, ce serait pas très facile d'aller créer des playoffs rapidement. Et voilà, donc création d'une valeur marchande, d'une valeur économique qui va permettre après de se positionner. Alors pourquoi il faut avoir cette puissance économique ? Eh bien parce que on est dans l'environnement européen, on est à un moment charnière et il va falloir j'en parlais avec Arsène là tout à l'heure, ne pas se laisser distancer comme on l'a été chez les garçons par exemple le championnat anglais ou des championnats bon, et toutes les grandes nations de football européennes sont en train de se donner les moyens d'avoir un championnat de première division professionnelle. On peut pas rester à la traîne, c'est pas possible. Voilà. Donc on est en train de se donner les moyens avec un championnat ultra compétitif. Et il faut le noter, comme je vois qu'il y a beaucoup de nos amis journalistes qui sont là aussi, que la France a 3 représentants en Champions League cette année. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard. C'est la seule nation. Bon, il y a eu une autre fois dans l'histoire des Champions League féminines où il y a eu 3 représentants. C'était l'Allemagne il y a très longtemps. Et là, cette année, c'est la France, alors qu'il n'y a que 16 représentants, donc c'est tout à fait important. Donc création d'une émulation interne, d'un positionnement, tout ceci pour eh bien avoir des partenaires. Et là, au niveau de la direction générale de la fédération, avec Jean-François, avec Philippe, on a lancé l'étude d'un plan à 5 ans qui nous permette, pour tout le football professionnel et le football d'une manière générale féminin, de pouvoir se développer à la vitesse grand V. Notre objectif, à 5 ans, c'est de doubler, pour avoir près de 500 000 licenciés, le football féminin, donc dans les 5 ans à venir. Et à partir du moment où on se fixe des objectifs ambitieux, on crée les conditions d'accompagnement des grandes entreprises. Et c'est vrai que le football féminin et d'une manière générale la parité féminine crée au niveau des grandes entreprises une appétence, un besoin d'accompagner. Et si on est l'équipe de France, si on est le championnat de football féminin français qui donne envie à ces grandes entreprises de nous accompagner, eh bien on va se donner les moyens économiques de pouvoir rivaliser avec les grandes nations européennes. On a créé cette commission du football de haut niveau que j'ai présidée. Bon, j'ai eu la chance d'avoir Sabrina, d'avoir tout un tas de grandes compétences qui nous accompagnent. Et la fédération a pris le 10 juin dernier la décision de créer une ligue professionnelle féminine à l'intérieur de la fédération, bon, qui verra le jour au plus tard le 1er juillet, peut-être avant, je sais pas, on va en discuter. Voilà. Moi, je pousse pour que ça soit le plus rapidement possible, mais les conditions ont été créées pour que voilà, cette ligue professionnelle existe. Et je voulais appeler votre attention sur le fait que quand on regarde le classement FIFA des équipes nationales, on voit que numéro 1, c'est la Suède, numéro 2, c'est l'Espagne. Ils ont tous les deux annoncé très vite qu'ils créaient leur ligue professionnelle autonome. Alors je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais je vois que l'ambition... Oui, il se passe quelque chose de toute façon dans le football féminin en Europe, très clairement ça accélère... Il voilà. était temps. Absolument que on soit dans cette, on surfe sur l'avènement et le développement du foot féminin, mais aussi qu'on ait nos propres caractéristiques à la française. Et moi, j'espère bien que avec l'immense bon vouloir, l'immense compétence, non seulement de la formation à la française, puisqu'on est là pour le célébrer, mais aussi il y a une prise de conscience dans tout le football français que le football féminin peut apporter beaucoup à l'équilibre. La mixité, c'est pas uniquement à la préformation, c'est d'une manière générale dans la maturité. Et bon, je cite souvent un exemple qui, quand on regarde les matchs, on me dit souvent oui, mais
bon, il y a des grandes différences, où il y avait de grandes différences entre les matchs féminins et les matchs masculins. Et lors d'une conférence en juin dernier, là, à Londres, j'avais cité une statistique, j'avais interrogé, j'avais dit, est-ce que vous connaissez les performances athlétiques des 4 demi-finales de Champions League féminin et masculin? Bon, et en fait, on se rend compte que les milieux de terrain ont couru autant pour les 2 demi-finales, donc garçons et filles, chez les garçons que chez les filles. Donc là aussi, il y a une dimension. Il y a des fantasmes autour du foot féminin qu'il faut effectivement. Il faut faire tomber. Oui. Voilà. Et pour ça, bon, rien que pour moi, c'est une. Bon, dans une vie d'entrepreneur, dans une vie de président de club, il y a des hauts et des bas. Et quand il y a des bas, eh ben, il faut savoir enfourcher un certain nombre de dimensions qui sont les dimensions de demain, et le football féminin français en est une. Alors, je vais vous demander un dernier mot sur... on parlait d'avenir, on parlait de plans à 5 ans, à 6 ans. Peggy, vous le voyez comment, l'avenir de la formation à la française, de la formation féminine à la française? Du coup, l'idée de comment dire, mettre en place de la préformation féminine sur tout le territoire français. Donc à la fois aujourd'hui, nos joueuses intègrent les pôles masculins, mais demain, l'idée, c'est vraiment d'avoir une section féminine au sein, comme nous, à l'INF, au sein de la structure, avec effectivement un travail collaboratif sur les centres de formation, les clubs pro. L'idée, c'est pour gagner demain et gagner ensemble, il faut donc un travail collaboratif, à la fois un parcours de performance fédérale cohérent, avec un travail structuré au niveau des clubs, comme vient de le dire président Aulas. Et à partir de là, effectivement, on pourra être compétitif. Au-delà des sélections jeunes, l'idée vraiment pour tous les acteurs et toute l'institution qu'il y a autour du football féminin, c'est de gagner le titre majeur en équipe de France A, qui libérerait justement un peu tout nos travail et qui valoriserait, j'ai envie de dire, le travail qui a été fait depuis des années. Et... Avant, il y a les Jeux Olympiques en France. Exact. Si on pouvait le gagner demain. Zéro pression. Sur personne. Sabrina, sur la vision depuis un club, oui, sur cette formation à la française, parce que ça serait bien aussi que la France devienne l'un des pays qui exporte le plus de joueuses professionnelles. Oui, c'est vrai, mais Peggy, vous avez l'air de... Oui, non, c'est l'objectif. Je rejoins un petit peu Peggy aussi sur le fait qu'il manque peut-être ce titre pour mettre en lumière le travail de long qui est fait depuis 50 ans. Et c'est vrai que c'est ce qu'on souhaite forcément tous. Ça viendrait valoriser, récompenser. Et je pense que si on prenait un peu l'exemple de l'Angleterre tout à l'heure, je pense qu'ils ont réussi à gagner le titre qu'il leur fallait avec l'Euro à la maison au bon moment, et donc ça a permis au cercle vertueux de grandir encore un petit peu plus, et je pense que ça peut être un amorçage qui manque aujourd'hui au football féminin. Sur le plan de l'exportation des talents, je voudrais avant qu'on résolve un problème, qui est le problème des contrats pour protéger notre formation et faire en sorte que, effectivement, s'il doit y avoir exportation de talents, ça se fasse aussi au profit des clubs et pas uniquement voilà, dans un contexte qui est désorganisé. Donc là aussi, on y travaille avec l'UNFP. Je ne sais pas s'il y a des représentants, je ne les ai pas salués, mais pour trouver la meilleure protection possible qui permette à la sortie de la formation d'avoir un contrat de club d'abord. Christian, le président Aulas parlait d'un doublement des jeunes femmes licenciées. Donc vous avez la place à l'INF pour avoir le double de jeunes filles? Pas pour le moment, mais c'est vrai que pour demain, non, on y va doucement. Voilà, c'est vrai que pour demain, je pense qu'aussi il va falloir anticiper et on l'espère le nombre de licenciés dans le football féminin qui va augmenter. Et c'est vrai que ça commence aussi dans un travail dans les clubs amateurs dans la région parisienne. Je sais qu'il y a ici présent Ali Mousser de la Ligue de Paris avec qui on travaille en très bonne intelligence pour inciter les clubs amateurs à faire plus de mixité, pour attirer ces jeunes filles. Il y a aussi un gros travail qui est fait à la DTN sur le foot à l'école pour attirer encore plus de licenciés, parce qu'on l'a bien vu, comme a dit le DTN, la formation française repose sur un système entre le monde amateur et le monde professionnel, et c'est vrai qu'aussi le monde amateur
va être ce premier pourvoyeur de jeunes talents. Et donc là aussi, il va falloir anticiper, on l'espère dans les années à venir, le nombre de licenciés qui va exploser et donc derrière être en capacité avec le déploiement des pôles des pôles espoirs féminins sur les différentes régions de pouvoir accueillir toutes ces jeunes licenciés. Merci beaucoup. Merci à tous les 4. Bon courage. Bonne chance pour la suite. Merci. Je vois que les réflexes sont toujours les bons. On va à présent passer à une deuxième table ronde. Nous allons parler de la formation à la française de façon plus globale. Nous allons intégrer les garçons à notre discussion. Nous allons parler de cette formation à la française, de la vision qu'on peut avoir et de la projection qu'on peut faire. Je vous demande d'applaudir très chaleureusement Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France masculine, Thierry Henry, le sélectionneur de l'équipe de France espoir masculine, Sabrina Viguier, qui est responsable des sélections féminines au sein de la DTN, et Arsène Wenger, directeur du développement du football mondial à la FIFA. Bonjour, bonjour Didier. Ça va bien, merci. Je vous en prie, asseyez-vous. Où vous voulez, installez-vous. C'est marrant comme naturellement Thierry Henry et Arsène Wenger s'asseyent à côté. Merci à tous les 4 d'être présents aujourd'hui. On va parler des principales forces du système de formation français. On l'a vu, la France est le 2e pays exportateur de joueurs professionnels. Ça vient bien de quelque part. On va rester dans la lignée de notre première table ronde et je vais commencer avec vous, Sabrina. On va continuer à parler des forces de la formation française en termes de jeunes joueuses. Donc, bonjour à tout le monde. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur la table ronde précédente, mais je crois que la première force, c'est de pouvoir s'appuyer sur un modèle masculin qui fonctionne et qui a fonctionné. Alors c'est sûr qu'on est en attente d'un titre au niveau de l'équipe de France A. Après, si vous regardez un petit peu l'historique, le premier centre ici a été en 1998, alors que les A garçons étaient déjà champions du monde à ce moment-là. Donc on a rebondi un petit peu sur ça, donc ça prend du temps, il y a beaucoup de choses qui évoluent et qui se font, donc ça c'est intéressant. Après, la force, je crois, à venir, c'est ce dont ont beaucoup parlé Peggy, Christian et Sabrina, c'est de collaborer, surtout entre nos structures fédérales, donc nous, nos pôles, pour l'instant qui sont en formation mais qui vont basculer en préformation, et les clubs qui vont prendre le relais sur la formation. Après, Hubert l'a très bien dit en préambule, je pense que c'est un travail collectif qui doit se faire des plus petites jusqu'aux plus grandes pour amener le maximum de joueuses. Et moi, c'est mon cheval de bataille au quotidien sur les sélections nationales jeunes, c'est d'amener le maximum de joueuses en haut pour qu'on ait le maximum de choix et qu'on puisse performer au mieux et un jour, je l'espère, avoir ce titre chez Léa. Didier, qu'est-ce qui définit pour vous la formation à la française? Qu'est-ce qui fait qu'elle est aussi efficace, qu'elle est reconnue mondialement? Bonjour à toutes et à tous. Déjà qu'on fête 50 ans de l'INF, j'imagine. Oui, mais déjà ça a été le premier point de départ avec la création de l'INF en 72. C'était déjà avoir une vision de ce que pouvait être le football les années après. Et puis il y a eu évidemment des étapes importantes aussi à travers les clubs professionnels qui se sont structurés pour avoir des centres de formation performants. Est venu s'ajouter les pôles espoirs. Et puis bon, après une autre avancée qui pour moi a été encore plus importante et décisive, c'est de passer à la préformation, de prendre les jeunes encore un peu plus jeunes sans les délocaliser aussi. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, mais ça remonte à des dizaines d'années, il y en a beaucoup qui disent aujourd'hui qu'il y a un vivier en équipe de France qui est impressionnant, mais il l'a toujours été, parce que ce travail a été bien fait. La formation est de grande qualité, elle est reconnue dans le monde entier, et puis les joueurs français
c'est pas Arsène qui était entraîneur à l'étranger, pourra dire le contraire, à savoir qu'ils ont une capacité d'adaptation qui est très bonne. Alors évidemment, l'historique, les premiers qui ont été à l'étranger ont ouvert la porte à d'autres. Aujourd'hui, peut-être ils partent tôt, trop tôt peut-être. Bon, après, il y a les lois qui ont changé. La loi Bosman est venue modifier un peu tout ça. Mais c'est une fierté pour l'ensemble du football français d'avoir cette reconnaissance-là. Et le mérite en revient les premiers, les pionniers, comme on dit, qui ont mis ça en place. Et puis tous les éducateurs, les formateurs. C'est un travail au quotidien avec un suivi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le mélange de cultures différentes? On a eu une école nantaise, on a eu... Et en fait, quelque part, elles se sont enrichies les unes les autres. En termes de technique, après, les écoles et les philosophies, c'est des mots un peu qui reviennent, mais revenons au terrain. Il y a surtout la capacité, voilà, de bien former, de les accompagner dans leur adolescence, les gamins. C'est pas que sportivement, c'est aussi humainement, évidemment. Plus on monte la pyramide, il y a de moins en moins de place, donc il faut jouer un peu des coudes. Tous ne réussissent pas. Mais il y a aussi, je pense, une partie qui est importante dans cette formation, c'est sur le plan humain et social. Pour ceux qui n'arrivent pas tout en haut, cette expérience à travers la formation de footballeurs ou de footballeuses leur permettent après d'avoir une vie aussi où ils ont appris des choses. Après, l'enrichissement, elle vient du sport français, du football, qui est un sport populaire, bien sûr. C'est des différentes origines, des différentes cultures. Ça a toujours été une immense... C'est notre richesse. C'est notre richesse. Et ça doit le rester. Et c'est ce qui fait que l'équipe de France de football, mais toutes les équipes de France dans le sport collectif sont très représentatives de notre société. Et ces origines, ces cultures différentes ont toujours été une force pour le football français. Thierry, vous avez vécu ici, vous êtes chez vous, vous étiez chez vous, vous êtes à nouveau chez vous. Il y a quoi de différent à l'INF? Il y a quoi de différent dans notre système de formation? Déjà, bonjour, je suis fatigué. Bonjour à tous. J'aimerais commencer déjà par le commencement, puisqu'on est à l'heure des remerciements. Déjà, dire que Clairefontaine, c'est pas seulement aussi un centre où tu apprends à jouer au foot et où tu apprends à être un homme. Il y a aussi l'analyse. Je vois Thierry Marzalek qui est là. Haute analyse au niveau des équipes pour qu'on puisse travailler, ou même... On se rappelle, coach à l'époque de Coupe du Monde, il y a une très haute analyse ici à Clairefontaine, et aussi centre des rééducations. Super important, en passant par le docteur Molinier, pour ceux qui l'ont connu, au docteur Le Gall. Après, moi je suis parti, donc un peu plus difficile, mais c'est un peu plus que ça aussi, Clairefontaine. Donc voilà aussi, après je reviendrai, c'est important pour moi de dire... merci à tout le monde, tous ceux qui sont venus, les anciens, je vois Franck Raviot, ici à côté, tous les anciens, aussi ceux qui ne sont pas venus. C'est pas évident. Et tu as aussi parlé de ça, d'aider avant, l'échec. L'échec n'est pas évident. Donc une pensée à tous ceux qui ne sont pas venus aussi, parce que de temps en temps, c'est pas facile d'affronter tout ça. Donc voilà, c'est quand même important. Et puis, sur le plan personnel, je vais parler de Monsieur Dussault. Je vais parler de Monsieur Merel, que je n'ai pas eu. Mais il y a deux monstres de l'éducation là en face de moi. Monsieur Damiano et Monsieur Francisco. Donc juste applaudir s'il vous plaît. Oui. Parce qu'en fait, j'arrive à comprendre pourquoi je suis là et à parler, mais c'est eux qui devraient être là. Voilà, donc je voulais juste leur dire merci. Et voilà, parce que sinon, je ne serais pas là, tout simplement. Et puis, je remarque aussi que j'ai eu la chance d'avoir tous les coachs qui sont là. Je les ai eus. Et je pouvais que réussir en même temps. Donc voilà, merci. Et pour revenir
pour revenir à l'éducation, parce qu'on dit souvent entraîneur, j'aime bien le mot éducateur, je préfère. Personnellement, ça c'est moi. J'ai tout appris ici. À comprendre le jeu, je dis bien comprendre le jeu, à penser à jouer au foot. Il y a une nuance pour moi entre jouer au foot et penser à jouer au foot. C'est-à-dire que si tu penses, tu te questionnes et tu parles à ton cerveau. Et là, bien souvent, c'est un peu difficile pour certains joueurs, c'est pas une attaque, hein. Mais j'ai été éduqué. Non, j'ai été éduqué. Parce que quand je suis arrivé, je n'avais pas ça. Donc je dis juste que ces deux hommes en face de moi m'ont éduqué à ce niveau-là, à développer mon cerveau. Pourquoi tu fais cette passe? N'utilise pas ta vitesse. Que ce soit au niveau football ou au niveau humain aussi. On en rigolait ce matin avec M. Damiano à la gym, où je disais que quand tu arrives, le premier truc que tu arrives quand tu es au réfectoire, tu prends ton pain, tu prends 20 morceaux de pain, tu les mets là-bas et tu crois que tu vas t'en sortir comme ça et tu te fais toujours rattraper par la patrouille. Puisque M. Damiano te disait, tu finis ce que tu as dans ton assiette. Donc, éducation hors terrain t'amène à l'éducation du terrain. Et d'autres aussi, joie au niveau de... Et Christian aussi le sait. C'est-à-dire qu'on travaillait souvent pied droit, pied gauche, on en a déjà parlé, le cerveau. Et que ça peut être assez répétitif, mais toujours dans la joie. Et ça aussi, c'est important, prendre du plaisir. Après, M. Damiano est parti, j'ai eu M. Francisco qui, lui, pour ceux qui connaissent M. Francisco, très dur mais juste. Dur mais juste. Il faut savoir parler avec M. Francisco, surtout écouter. C'est super important. Donc voilà, après, ça te prépare justement, et c'était un peu la vision de M. Pibaro et de tout le monde, ça te prépare à pouvoir rencontrer ce genre de personnes après. Être un peu plus ouvert au niveau de l'esprit pour pouvoir accepter certaines tactiques, certains choix. Oui, sinon, faut jouer sur le côté gauche, côté droit. Est-ce que tu peux sortir pied droit? Est-ce que tu peux sortir pied gauche? Est-ce que tu peux comprendre le jeu, comprendre ce que le coach te dit? Sinon, ça devient tout de suite un peu plus difficile. Donc voilà ce qu'on te donne ici, ce qui reste. Et encore une fois, je dis bien souvent, j'en parle avec Franck, souvent quand je le vois depuis que je suis revenu. Je ne suis pas objectif quand je parle de Clairefontaine et je mens un peu en général aussi, donc voilà. Ah oui, donc vous ne voulez pas non plus rappeler vos souvenirs, pas plus que Sabrina et Peggy? Non, ça restera. Ce qui se passe à Clairefontaine reste à Clairefontaine. Je pense que cette phrase de Laura va rester un bon petit moment. On va parler avec vous, Arsène, d'une éventuelle possible comparaison avec le modèle de formation étranger. Vous avez été confronté à des joueurs qui avaient une autre culture, qui avaient une autre façon de faire, une autre façon de jouer, une autre façon d'être. Vous arrivez à comparer les deux systèmes? Je pense notamment au système anglais. Pour moi, la formation à la française, elle a été créée en 1973. Je vois des générations devant moi, Aimé et Roger Lemaire. Ils n'ont pas bénéficié, ils sont devenus pros sous l'œil du maquignon, c'est-à-dire quelqu'un qui les a repérés quelque part et qui a fait faire une carrière. Après, la formation à la française, à partir de 1973, pour moi, elle est caractérisée par deux choses. La première, c'est l'identification des talents rationnels. Et ça, c'est quelque chose qui a changé le football français. Et la deuxième caractéristique, à mon avis, où le football français a été hyper intelligent, c'est de comprendre qu'il faut mettre les meilleurs avec les meilleurs. Parce que le nombre de bons joueurs par kilomètre carré est plus important que le nombre de bons joueurs répartis sur une grande surface. Et le football français a fait ça de façon magnifique. Alors moi, personnellement, je vois beaucoup de gens qui ont passé la vie dans la formation. J'ai beaucoup de gratitude pour la formation française parce qu'elle a changé ma vie. J'ai joué dans mon village jusqu'à l'âge de 19 ans, sans entraîneur, avec des lampes de poche. On essaie de jouer une fois par semaine le soir. Et après, avec une formation que j'ai eue, la France m'a formé. Et j'ai eu la chance de passer mes diplômes en France et de pouvoir faire ma vie avec ça. Donc, j'ai énormément de gratitude. Après, il y a aujourd'hui des vrais challenges dont il serait intéressant de parler plus tard, peut-être. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? L'Angleterre, quand j'y suis arrivé, il n'y avait pas de centre de formation. Ils ont copié le système français. Alors, souvent, quand on se fait copier, les autres copient, mais essayent de faire mieux. Oui, normalement, ils apportent quelque chose.
Et les Anglais n'ont pas peur de dépenser de l'argent, donc ils font vraiment mieux. Mais le système français est quand même resté en avance parce qu'il est descendu. J'étais entraîneur de centre de formation en 1980. Je recrutais les joueurs de 18 ans, qui à l'époque étaient jeunes. Et au bout de 2 ans, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas trop à les faire progresser. Et un jour, je suis venu on avait des réunions d'entraîneurs de formation, et je leur disais, écoutez, j'ai dit à M. Boulogne, moi je ne dois pas être fait pour ce métier, j'arrive pas. Je fais travailler le centre toute la semaine, et le dimanche, le gars il centre derrière les buts. Donc, ça arrive encore. Hein. Donc, même si c'est pas dit dans le micro, Didier, on vous a entendu. On s'est rendu compte que la progression technique était limitée à partir de 18 ans. On est descendu, la formation française est descendue progressivement jusqu'à ceux dont on discute aujourd'hui, et qui fait qu'on a des grands joueurs. Et c'est ça l'avantage du système français, tout en ajoutant que la formation des entraîneurs est très bonne. Moi, ce qui me choque aujourd'hui, c'est qu'en première division française, il y a 10 entraîneurs étrangers. Il faut un mélange, mais ça ne correspond pas à la valeur des coachs français. Parce que si on a tellement de bons joueurs, c'est quand même qu'ils sont bien éduqués et bien formés. Donc il y a une forme de contradiction qui est liée aux propriétaires des clubs. Et pas à la qualité des entraîneurs français, puisqu'on voit des entraîneurs français s'exporter. Oui, évidemment. Donc il faudrait peut-être les ramener. Mais ça fait partie effectivement d'un ensemble de la formation française. Parce que vous le soulignez, effectivement, on ne peut pas former correctement des joueurs si les éducateurs, si les entraîneurs ne sont pas eux-mêmes formés correctement. Oui, Hubert, il a fait un beau tableau qui dit qu'à partir de jusqu'à 15 ans, tu éduques les joueurs sur un plan technique, au niveau de l'analyse du jeu. Et après 16 ans, on rentre dans l'ère de la compétition. Et puis à partir de ce moment-là, quand tu es entraîneur professionnel comme nous le sommes, tu utilises le potentiel du joueur en lui amenant quelques petits trucs, mais tout se joue avant. Et en pro, tu fais en sorte que chacun contribue au rendement de l'équipe, mais le potentiel se joue bien avant. Et c'est là que la France est très très forte. Donc c'est au niveau des éducateurs et pas des entraîneurs. Non, c'est parce que j'aime bien le mot. On peut parler aussi de la section amateur en même temps, parce qu'on parle tous de... Je suis sorti des Ulysses à la base, donc Arsène il n'était pas là-bas comme coach. Je l'ai pas eu là, donc il fallait forcément qu'il y ait ce qu'on appelle les bénévoles à l'époque. Mais si vous aviez été plus jeune, vous auriez pu avoir un niveau inférieur à Arsène Wenger. Oui. Oui, si. Oui, non, mais ce que je veux dire, pour revenir sur le vrai débat, c'est vrai qu'on est là, oui, bien sûr, encore une fois, les 50 ans de Clairefontaine, la formation française. De temps en temps, on oublie quand même les gars, entre guillemets, qui galèrent dans les clubs, dans la banlieue. Enfin, moi, je vais parler de la banlieue parce que je suis de la banlieue parisienne, bien sûr. Et il y en a énormément qui travaillent aussi pour pouvoir avoir ce genre de joueurs qui peuvent arriver aussi dans les pôles ou à Clairefontaine ou ailleurs d'ailleurs. Donc aussi leur tirer un coup de chapeau parce que c'est un peu ça aussi le football français. Et c'est justement cette diversité qui fait aussi notre richesse. Vous avez eu l'occasion de vous frotter à des joueurs du monde entier, notamment au quotidien dans les clubs. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'intrinsèquement différent entre un joueur formé à la française et un joueur formé dans une autre école ? Eh ben de bonne guerre, quand tu jouais les Italiens, ça jouait derrière et peu importe comment ils gagnaient. Pourquoi nous, on avait la balle, on dominait et puis on perdait. Donc ça a un peu changé quand même, ça a un peu changé. Si on se rappelle de la finale de l'Euro 2000, enfin bref, on va rester là. Après, ils peuvent nous dire aussi 2006. On est entre nous en même temps, on peut continuer. Oui, mais bon, voilà. Mais après, quand on jouait contre les Portugais ou les Espagnols, on touchait pas souvent la balle, nous on gagnait. Donc voilà, on se disait toujours ça. C'est un peu des... À mon époque, je parle bien sûr à mon époque. Donc il y avait toujours des trucs qui revenaient un peu comme ça.
Mais on avait une certaine sûreté. Nous, on a pu gagner l'Euro moins de 18 à Besançon contre l'Espagne en finale. On n'a pas touché la balle, mais on a gagné 1-0. Donc on a joué à l'italienne. On a su s'adapter. Non, mais pour revenir sur le vrai débat, c'est vrai qu'il y a toujours les Espagnols qui veulent toujours jouer court, entre les lignes. Les Italiens, peu importe comment tu gagnes, le plus important c'est de gagner. Donc il y a toujours des trucs qui reviennent en général. Donc tu le ressens quand tu joues. Et les Anglais ? Les Anglais, c'était du gagne-terrain à l'époque. Non, mais c'est pas méchant. Touche long, ballon long, coup franc long. Et regarder où la balle tombe et voir, ça a changé, bien sûr. Ça a changé. Coach, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, je te laisse. Non, je vous ai vu prendre le micro. Quand t'as dit jouer long, les touches, il est pas d'accord. Non, mais c'est peut-être. Je dirais qu'il y a une culture, la base culturelle de chaque pays, qui fait que, comme le disaient Thierry et Didier qui ont joué en Italie, le football est d'abord un travail que tu dois bien faire. En Angleterre, quand tu es sous stress, le football est un combat. Quand on te dit Sunday you have to fight. En Espagne, la culture de base, le football est un jeu. Comme le dit Thierry, il faut toujours avoir le ballon. Et cette culture, elle se transmet. D'ailleurs, ce qui était très intéressant à la Coupe du Monde féminine, c'est que ça joue culturellement comme l'équipe masculine. Parce que cette culture, sans qu'on la conceptualise, elle se transmet comme ça de génération en génération et de garçon à fille. C'est l'identité culturelle des pays. Je reviens aussi à quelque chose, si on parle par exemple, puisque vous m'avez lancé sur ce sujet, l'Allemagne rate un euro, il me semble, et ils se disent qu'il faut tout changer dans leur façon de voir le Coupe du Monde aussi, alors. Oui. On voit ton amour pour les Allemands. Non, blague à part, ils sont un peu remis à sortir la balle de derrière. Je sais que c'est pas pour tout le monde, mais d'un seul coup, les gardiens allemands, on prend pour le cas Neuer, très bon au pied. Ils se sont dit qu'ils vont changer leur façon de voir leur jeu et s'améliorer sur d'autres choses parce qu'ils pensaient que ça ne marchait pas. Donc encore une fois, il faut qu'il y ait une idée bien concrète. Bien amené, bien entraîné ou éduqué pour pouvoir repartir de plus belle. Et donc vous avez défini entre guillemets le jeu à l'italienne, le jeu à l'anglaise, le jeu à la française, ce serait quoi ? Messieurs, courage fuyant. La patate chaude, non, non, là vraiment, ça a été naturel. Un mélange de tout qui rime surtout à la fin à pouvoir gagner. Il y a notre propre identité. Après, quand on est entraîneur ou sélectionneur, c'est tirer le maximum des joueurs dont on dispose, en tenant compte de l'adversité. Alors c'est vrai, il y a des influences culturelles, mais bon, Thierry parlait des Allemands. Il y avait cette culture grand, costaud à la lutte, mais aujourd'hui, ils sont capables de former des joueurs de plus petits gabarits, techniques. Je vois les Anglais qui ont énormément de moyens, la nouvelle génération qui arrive. Eux aussi, voilà, ils ont modifié parce qu'il leur manquait certainement des choses pour aller tout en haut, en gardant ce qui fait leur culture, leur force, mais en y ajoutant, nous on a un peu tout. On a capacité grâce à la formation. C'est parce qu'on est au carrefour de l'Europe. Le carrefour, peut-être. Mais bon, il y a cette spécificité qu'on retrouve en Ligue 1, et c'est pas négatif, avec une dominante athlétique. Pas facile la Ligue 1, on m'a posé la question hier, la Ligue 1 elle est plus faible. Les étrangers quand ils viennent jouer en France, ils s'attendent pas à avoir ce qu'ils ont au quotidien souvent, quoi. Donc il y a ça, et puis après selon les joueurs et d'où ils viennent, on retrouve un peu tout. Après avec l'essentiel évidemment c'est gagner, arriver au plus haut, en sachant que, et Thierry comme moi
avec Aimé et Roger, on est arrivé tout en haut. On y est arrivé comme ça, mais c'est pas la seule route et la seule possibilité. On peut y arriver de différentes façons. Après, le maître mot, hein, c'est s'adapter aussi. Hein. S'adapter à ce qu'on a, en tirer le maximum, et surtout par rapport à ce qu'on a en face. Ça nous est arrivé quand on jouait l'Espagne. Si on veut être peut-être un peu présomptueux, on veut dire ah ben, sur ce match-là, je veux avoir la possession supérieure à l'Espagne. Ça sert à rien, il vaut mieux pas jouer, parce que c'est quasi impossible. Mais malgré tout, c'est pas renoncer à avoir le ballon, mais être le plus efficace possible. Thierry disait oui, quand il a gagné des matchs, on n'a pas eu le ballon, mais on a gagné. Je reviens sur l'analyse, et Arsène l'a fait après la Coupe du Monde de Qatar, c'est les équipes qui ont eu le moins le ballon qui ont gagné. Est-ce que c'est rationnel? Est-ce que c'est une tendance? Bon, c'est une analyse. C'est un fait en tout cas. C'est factuel. Après, on peut interpréter, ce qui ne veut pas dire on va orienter maintenant le football. Non, non, laissons le ballon à l'adversaire et puis on a plus de chances de gagner. C'est vrai que c'est toujours... Enfin, je ne veux pas dire plus facile, moins difficile de savoir défendre. Après, dans la créativité, dans l'animation offensive, là, ça demande beaucoup plus de temps, d'automatisme, d'avoir un bloc défensif. Toutes les équipes, même les nations les plus petites aujourd'hui, elles savent faire. Et puis en football, il suffit d'un coup de pied arrêté, une erreur, et puis ça peut basculer en leur faveur, quoi. Donc il faut s'inspirer un petit peu de tout ça, mais quand voilà, on est au niveau professionnel, dans les grands clubs, avec les compétitions internationales et avec l'équipe de France, les plus grandes compétitions, ben, voilà, l'objectif numéro 1, évidemment, c'est d'aller chercher la gagne, et en face, ils dorment pas non plus. Alors peut-être ils nous ont copié ou imité. Oui. Mais tout le monde travaille bien, ils mettent en place, et donc et ça se voit. Ça se voit aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a peu d'écart entre les nations sur les matchs de haut niveau. Oui, oui, c'est une des caractéristiques que souligne Didier. Ailleurs, on travaille aussi. Et le monde change très vite, à une vitesse incroyable. Pourquoi? Parce que l'information circule très vite, les entraîneurs circulent très vite, et le style culturel est un peu mixé aujourd'hui parce que tout le monde va partout, les joueurs et les entraîneurs. Et quand je suis arrivé en Angleterre, j'étais pratiquement le seul entraîneur étranger, le premier qui venait là. Et puis quand je suis parti, il y avait plus de la moitié des entraîneurs qui étaient étrangers. Évidemment, ça a une influence sur le style de jeu. Mais avec Steven Martens, qui est ici directeur technique avec moi à la FIFA, il y a encore beaucoup de pays où il n'y a rien et où il n'y a pas de formation. Des enfants qui n'ont même pas la chance de jouer au football. Il y a 211 pays affiliés à la FIFA. Il y a peut-être 70 pays où il y a une formation potable. Il y a 140 pays où il y a tout à faire. Alors quand vous imaginez le nombre de joueurs qui sont perdus pour le monde aujourd'hui, c'est énorme. Donc il y a encore beaucoup à faire. Même si ça bouge très vite, mais il y a des pans entiers de l'humanité où il y a des enfants ne jouent pas. La formation coûte cher. Heureusement que la FIFA donne des dotations. Je vais vous laisser. Ouais. Non, mais blague à part, c'est vrai que je revenais juste sur le point. Je pense qu'à un moment donné, pour moi, il n'y a pas de science exacte. Parce qu'on a vu qu'à la Coupe du Monde, on a déjà parlé, les équipes qui avaient moins la balle ont été beaucoup plus loin, bien sûr. Mais quand même, l'équipe qui a fait le triplé l'année dernière en Europe joue au ballon. À la possession, va presser haut. Donc ça dépend aussi pour moi de ce que vous voulez faire, quoi. Si quelqu'un a une philosophie qui s'adapte de temps en temps, qui décide d'avoir la balle, ou alors on contre tout le temps, voilà, je pense que ça aussi c'est important, savoir s'adapter. Et est-ce que les joueurs aussi peuvent s'adapter? Ça aussi c'est important. Ça c'est important dans la formation, de leur donner les capacités de pouvoir s'adapter. Oui, c'est pour ça que de temps en temps, surtout au niveau de la formation, et je reviens encore une fois, excusez-moi, on va revenir un peu en arrière, je vais être obligé de
de citer Monsieur Filio, parce qu'il m'a mis dans une situation un jour en entraînement où c'est pareil, je parle de situation, donc des fois tu peux avoir des situations où on joue bloc bas et on contre, ou une fois il m'a mis dans une situation où j'arrêtais pas je criais assez souvent quand j'étais jeune, même après d'ailleurs, mais je criais sur mon défenseur central Jordan Chanoun, qui n'est pas là aujourd'hui, et je râlais parce qu'il me donnait pas des bons ballons, et lui il râlait parce que je me plaçais pas bien. Monsieur Francisco m'a dit d'aller jouer libéraux et lui avant-centre. Et j'ai très vite compris que c'était dur derrière, et lui qui devait me mettre un peu mieux des bons ballons. Donc il nous a mis un peu dans une situation où tu peux comprendre et te préparer à. Donc je reviens encore une fois, si au niveau de la formation de temps en temps, peut-être tu joues bloc bas juste pour leur dire peut-être un jour on va devoir jouer l'Espagne, ou j'en sais rien, tu dois jouer bloc bas, tu joues bloc bas, ou d'autres choses, ou va jouer arrière droit pour savoir ce que c'est. Sortir de sa zone de confort. Exactement, je pense que ça aussi c'est important au niveau du développement. Mais la Coupe du Monde a quand même montré, pour revenir des équipes qui gagnaient, les équipes qui perdaient, que les équipes qui étaient les plus écartées, en largeur et en longueur, sont les équipes qui sont sorties, toutes, après le premier tour. Donc quand ils parlent de l'idée de bloc, dans le football moderne est importante. La distance entre le dernier défenseur, le premier attaquant est importante. La distance entre les deux côtés a été décisive dans cette Coupe du Monde. Ça peut changer, mais je ne pense pas à ce niveau-là que ça changera. Et les équipes qui ont joué en bloc médian, c'est-à-dire et qui ont été très vite dans les transitions et qui ont su passer par les côtés, ont été les équipes qui ont gagné. Ou presque. Non, on avait dit on n'en parle pas, Didier. Alors justement, on parlait de l'importance de peut-être pas rester sur toutes nos capacités, sur toutes nos victoires, parce que les autres accélèrent, les autres avancent, parce que s'il y a effectivement des moyens qui sont donnés à ces 140 pays qui n'ont pas de formation, eux aussi ils vont s'en sortir, eux aussi ils peuvent créer un système. On fait quoi pour maintenir notre niveau de performance en termes de formation? Je pense qu'il faut s'inspirer des sciences du sport pour continuer à progresser. Je pense qu'il faut aussi individualiser beaucoup plus et beaucoup mieux le développement des joueurs. Il faut identifier la singularité de chaque joueur, voir qu'est-ce qu'il fait marcher, quelle est la clé là-dedans. Il faut aussi, un des problèmes du sport moderne, c'est d'identifier, d'adapter le milieu culturel autour de lui, et une solution adaptée à chacun. Et je pense que dans la formation aujourd'hui aussi, il faut vraiment prendre en charge le développement de la confiance en soi et de l'estime de soi. Pourquoi? Parce que la pression est de plus en plus importante. Et la question de la santé mentale se pose. L'attention portée, le jugement permanent sur chaque action. Et il faut être armé pour résister à tout ça. Et je crois vraiment qu'il y a un travail individualisé à faire pour continuer à être les meilleurs. En équipe. Et je suis avec attention. Ils ont créé une unité de recherche ici, à Clairefontaine, qui j'espère sera très productive, parce qu'il y a un manque là-dedans. Et évidemment, il faut préparer le joueur de demain. Le joueur de demain aussi, sur un plan technique, pour avoir fait des analyses sur les prises d'informations, on s'est rendu compte que le nombre d'informations prises dans les 10 secondes avant la réception du ballon est déterminante. C'est-à-dire qu'un joueur comme de première ligue, les meilleurs prenaient entre 6 et 8 informations dans les 10 secondes avant de recevoir le ballon. Les bons joueurs, 4 à 6, et les mauvais encore moins. Et le meilleur joueur à l'époque où j'avais fait cette expérience avec une université norvégienne était par exemple Xavi, qui prenait 8 informations régulièrement dans les 10 secondes avant de recevoir le ballon. Et un jour, quand je l'ai vu, je lui ai dit « Je te félicite ». Il m'a dit « Pourquoi ?» Je lui ai dit « Parce que tu es celui qui a le meilleur score dans la prise d'information avant de recevoir le ballon ». Il me dit « J'avais rien d'autre ». Je suis petit, pas rapide, pas bon dans le duel, mais j'ai appris à survivre à cause de cela. Et c'est un des aspects, certainement, qu'il faut travailler après. À quel âge À quel âge? Comment?
pense que ça commence entre 10 et 12 ans. Est-ce que ça se travaille vraiment ou est-ce que c'est une aptitude Tout qu'on ça sont on n'est pas tous égaux? des aspects importants. Aujourd'hui, en ayant travaillé avec cette université, ils pensent que ça commence entre 10 et 12 ans. Parce qu'on commence avec la tête sur le ballon, le football. C'est moi et le ballon. Et progressivement, il faut apprendre à se détacher de ce ballon pour voir ce qui se passe autour. Donc, il y a beaucoup d'axes de recherche et de possibilités d'amélioration dont eux vont profiter. C'est une des... Oui. C'est une des façons de maintenir ce niveau de performance. Ça, c'est des choses qui doivent vous intéresser. Genre d'analyse. Oui, mais encore une fois, je vais revenir à ce que j'ai appris ici. Donc, on revient sur justement de passer de la formation à la formation, si on parle de l'INF. Et justement, très tôt, beaucoup plus tôt, essayer de taper dans le cerveau, entre guillemets, bien sûr, pour voir ce que le joueur a et lui faire comprendre que sa qualité physique sera toujours là, donc la vitesse, la puissance, mais développer ça tôt, le cerveau est ouvert, prêt à recevoir. C'est beaucoup plus difficile quand tu arrives dans les 20, 21, 22, cerveau un peu moins plus facile. Oui, c'est comme une langue, c'est plus facile de l'apprendre à la base. Tu l'apprends forcément normalement. Donc j'ai eu cette chance de pouvoir développer ça. Mais c'est la base. C'est sûr que si tu prends une info, c'est dans le titre. Tu as pris l'info, si tu n'as pas pris l'info, ça devient beaucoup plus difficile. Maintenant, si tu es fort, balle au pied, tu vas peut-être pouvoir t'en sortir une ou deux fois dans le match. Mais sinon, c'est vraiment difficile. Si tu ne vois pas avant, je vais reprendre la phrase du coach Aimé Jacquet, bien sûr, en disant il faut visualiser. Si tu ne visualises pas ce qui se passe, tu vas sur le terrain, tu vas de temps en temps t'en sortir si tu as des qualités, mais durer, ça va devenir difficile. S'en sortir sur un malentendu, mais sur la durée... Ouais. Oui. Non, c'est vrai que l'apport des nouvelles technologies, c'est un plus aujourd'hui. Certainement, il y a des possibilités d'amélioration par rapport à ça, même si il y a des étapes à tout âge. Et malgré le fait que la formation française est très bonne, ça n'empêche pas, et heureusement, certains joueurs de passer entre les mailles du filet, comme on dit, qui ont des parcours atypiques et qui arrivent au très haut niveau à 25 ans, alors que à 18 ans, et c'est là où on dit l'éducateur qu'il avait, lui, il n'a pas été bon. Mais peut-être qu'à ce moment-là, il n'avait pas les capacités. Oui, il faut aussi accepter ça, qu'on n'a pas tous la même courbe de développement. Oui, la pyramide, il y a très peu d'élus. Je pense que dans le travail il y a le travail avec ballon, il y a l'intelligence bien évidemment, il y a le développement athlétique aussi, c'est vrai sur les catégories de jeunes et en préfaux encore et en formation, et ceux qui sont un peu développés prématurément, ils font souvent la différence, mais c'est pas pour ça que 2-3 ans après, ils vont être performants. Cette capacité dans la formation et la préformation, plus ils touchent le ballon, plus ils répètent les gammes, c'est surtout ça. Plus ils seront à l'aise avec le ballon, donc c'est la répétition. Et la répétition pour des attaquants ou pour des arrières latéraux, qui centrent et derrière le but, mais oui, plus ils le répètent, et après, avec la troisième partie qui est la réflexion, mettre le joueur dans des situations de jeu où il est amené à réfléchir et à prendre les bonnes décisions. C'est pour ça que c'est essentiel aussi dans la période de préformation et formation qu'il puisse changer de poste, qu'il puisse jouer dans différents systèmes. C'est pas là, on a un modèle, on fait celui-là. Non, c'est comme c'est le cas avec Thierry et avant aussi. C'est pas parce que l'équipe de France A joue comme ça que toutes les équipes doivent jouer comme ça. Au contraire, plus ils seront confrontés à des situations, plus ils auront des situations différentes. Plus ils seront prêts. Plus ils seront prêts. Et c'est une des qualités aussi. C'est pour ça que quand ils vont à l'étranger, on peut demander des choses différentes, mais ils prennent ce qu'on leur a donné. Ça leur sert, ça leur sert moins. La capacité d'adaptation, mais cet enrichissement-là, ce développement-là,
dans les catégories jeunes. Après, vous disiez, je pense que au-delà du développement de l'intelligence, je pense que c'est un peu dans les gènes aussi. Il y a des aptitudes. Moi, je suis convaincu que sur les leaders, les suiveurs, les neutres, il y en a qui naissent, ils sont leaders. Peut-être ça peut se développer, mais il y en a, ils pourront jamais l'être. C'est pas en claquant des doigts un matin et ça y est, je vais être leader. Ça se fait pas comme ça. C'est une question. Et il y a besoin de tout. Il ne faut pas non plus que des joueurs. Il ne peut pas y avoir que des leaders. Que des joueurs. Non, il n'y a plus de suiveurs. Il ne faut pas que des architectes dans le football pour gagner des matchs. Heureusement, autrement, j'aurais pas joué au foot. Il ne faut pas que des avant-centres ou que des mecs qui mettent des buts. Il ne faut pas que des mecs qui vont vite. Il faut voilà. Il faut même des gardiens. Oui, qu'ils soient bons avec leurs mains, mais aussi avec leurs pieds maintenant, parce que bon, il y a des tendances, c'est vrai, à vouloir sortir le ballon depuis les vestiaires pour l'amener dans l'autre vestiaire. Bon, avec les risques qu'on connaît et la réussite qui est très faible quand même. Mais c'est comme mon avis. C'est un aspect important qui souligne Didier, l'éducation, c'est éduquer le jugement. Et pour éduquer le jugement, il faut une dose de liberté dans l'expression de soi. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils ont joué au très très haut niveau, et le grand joueur, il analyse toujours objectivement la situation et la décision qu'il a prise, et il la corrige. Et la richesse du football, c'est qu'il y a des milliards de situations différentes, et les très bons joueurs analysent bien pourquoi est-ce qu'il m'a intercepté ma passe. La fois d'après, il va faire quelque chose de différent. Et les autres, ils continuent à faire la même chose. C'est pour ça qu'il faut éduquer le jugement, et je dis souvent aux jeunes entraîneurs, n'oubliez pas que le jeu est un bon coach. Parce que c'est à travers le jeu libre que les joueurs progressent dans leur jugement. Donc il faut toujours qu'il y ait une partie dans l'entraînement qui soit consacrée à la liberté d'expression du joueur pour qu'il puisse, lui, par sa propre expérience, s'éduquer et éduquer son jugement. Et quand il rencontre des situations analogiques, après dans le jeu, il sait comment réagir. Il y a un côté imprévisible. À un moment, on peut, aujourd'hui, oui, avec les nouvelles technologies, on a tout sur l'adversaire, l'adversaire a tout sur nous. Situation, on peut tous les mettre, mais à un moment, il peut avoir une situation et l'adversaire fait quelque chose de différent. Et à un moment, c'est quoi? C'est pas l'entraîneur, c'est pas le sélectionneur, c'est le joueur lui-même, l'aptitude, l'intelligence qu'il a de faire. Il faut l'avoir entraîné. Oui, d'être préparé, mais après c'est l'instinct peut-être aussi, d'être dans empêcher la passe qui va faire mal, avoir le positionnement qui fait que ça mène pas des conséquences. Mais bon, plus ça monte, évidemment, ça demande aussi une intelligence, une réflexion qui est beaucoup plus importante. Mais c'est intéressant parce que vous parlez tous de l'intelligence et c'est quelque chose qui a été toujours au centre de la formation et de la préformation à la française. Et il faut vraiment garder ça. Y ajouter les nouvelles technologies, mais garder cette intelligence et cette capacité qu'on a en France, peut-être que c'est, je sais pas, un esprit latin, de laisser un petit peu de liberté quand même. Moi, je rajouterais quelque chose, parce que je pense que l'intelligence, c'est vraiment important, mais aussi, c'est Arsène qui en a parlé tout à l'heure, la confiance. Nous, sur le championnat d'Europe en Angleterre, où c'est Sarina Wiegman qui avait fait un retour, qui avait dit qu'à un moment donné, ils avaient tout préparé par la vidéo, etc. Mais c'est la prise d'initiative de ces joueuses qui avait fait qu'elles avaient pu aller battre certaines équipes, donc ça, c'est important. Oui, toute l'intelligence de jeu et tout qui est travaillée, et plus on la travaille tôt, mieux c'est, mais aussi après tout ce qui va autour sur l'aspect mental et qui permet à un moment donné de faire des choses et d'oser le faire. L'aspect psychologique, il est essentiel, parce qu'au très très haut niveau, en face, ils sont au même niveau. Donc après, c'est quoi? C'est le mental. Et aujourd'hui, un joueur il a beau avoir 80 sélections, s'il se sent pas bien, s'il n'est pas en confiance, il va pas avoir le rendement. Il va pas le faire, ce geste qui va faire la différence. Non, il y a évidemment sa vie de tous les jours peut influencer. Ils sont prêts à la compétition, mais avec les enchaînements, les calendriers aujourd'hui, c'est tous les 3 jours. Il n'y a pas un entraîneur qui dit sur ce match, non, mais c'est pas grave si on le gagne pas. Il faut toujours, faut gagner. Bon, ils sont préparés à ça. Il y a une préparation athlétique aussi qui est
évidemment, avec les nouvelles technologies, avoir des datas supplémentaires. Voilà, on peut affiner tout ça. Mais à un moment, à qualité égale, c'est la tête, hein. C'est celui qui lâche moins, c'est celui qui croit jusqu'au bout pour faire basculer. Ça fait partie des incertitudes du sport, et encore plus en football. Dans le sport collectif, je crois qu'on est le seul sport où il y a le plus d'incertitudes, parce que, sans vouloir mal parler des autres sports collectifs, les petits, ils ont aucune chance. En foot, même le petit, sur un match, si le plus grand sur le papier ne fait pas ce qu'il faut, ça peut être compliqué, voire très compliqué. Non, mais on revient sur la compréhension. Donc les mettre dans une situation tôt de compréhension, de jugement. Je dis bien souvent, je prends souvent le cas et c'est un cas espagnol, je sais, oui, mais je prends souvent le cas de Busquets qui, de temps en temps, si ton coach te dit, tu travailles, tu cibles une équipe, ça c'est leur point faible, on va sortir la balle pour pouvoir leur faire mal là, les milieux défensifs de l'autre côté ne jouent pas bien, enfin bref. Et dans le match que tu as préparé, donc, c'est pas ça. Le joueur qui est là, il joue de l'autre côté. Et Busquets, il joue pas de ce côté-là. C'est ce qu'on a travaillé. Il va jouer où il y a une supériorité numérique pour son équipe. Regarde, on en a l'infériorité, il joue déjà où il y a supériorité. Déjà, au commencement, déjà, on est un peu mieux. Il y a des joueurs qui vont jouer et puis vont se tourner vers le coach. On fait quoi maintenant? Là, je peux plus rien faire pour toi. Là, ça va être un peu difficile. On peut remettre la formation, mais la compréhension là sur le terrain, à un moment donné, c'est les joueurs qui jouent. Les gens, ils oublient ça. Oui, il y a structure. Oui, il y a préparation. Oui, il y a idée. Oui, on peut ça. Et puis, on n'est pas au basket. On peut appeler des temps morts pour revenir et rechanger. Alors, si ça se passe pas bien pendant 10 minutes, tu peux avoir 2-0 déjà. Et tu reviens pas. Donc oui, cette compréhension qui fait que, et le coach le sait très bien, et aussi Dédé, tu sais très bien, il y a des moments où tu es là, tu es bon, ça c'est eux, hein. On n'avait pas travaillé ça. Il faut dire quand même qu'on a travaillé par principe, quoi. Non, mais blague à part, c'est vrai qu'à un moment donné, si le joueur... Ils sont maîtres du jeu. Voilà, le joueur est maître. On n'a pas qu'on serve à rien, heureusement. Non, mais après, c'est leur mérite. Et c'est rien enlevé à tous les grands entraîneurs et coachs que j'ai eus. Et je le sentais comme ça. Et quand j'ai basculé de l'autre côté, le mérite, la première victoire, c'est celle des joueurs. Parce que c'est eux les acteurs. On peut les préparer, on peut leur donner toutes les informations. Mais c'est eux qui sont. Et à un moment, j'ai pas un bouton pour appuyer. Ah ben non, on va à gauche, va à droite. C'est plutôt ça. Voilà. Et on y arrivera peut-être avec l'intelligence artificielle, mais pour le moment, non. Ouais. Ça sera peut-être moins intéressant. Et puis pour revenir, j'ai vu qu'il y avait Kylian sur le côté là. Il faut le faire rentrer. Oui, quand même s'il est là. Non, mais parce que les 50 ans et tout le travail effectué nous amène ce prototype de joueur. Voilà. Prototype. Oui, mais c'est un prototype. Il n'est pas humain. Il n'est pas humain. Il fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. On change. Mais non, mais on va changer tous les systèmes, bien sûr. Visiblement, personne n'a envie de vous écouter. Je ne sais pas si votre pouvoir arrive jusque-là, mais. On a le résultat. Oui, mais c'est aussi vous, c'est quand même le résultat de 50 ans, c'est vous tous qui êtes ici. C'est pour en revenir. Hors norme, là. Comment? Il y en a certains, ils sont hors norme. D'accord. Il y en a qui en font partie. On n'a pas dit Thuram. On va les applaudir. Là, il peut parler à notre place. Voilà. Je ne sais pas si vous... Alors, on va vous laisser un micro pour vous demander peut-être juste un mot sur un souvenir de formation. Marcus, ça, c'est... Alors, normalement, on ne devait pas du tout faire ça, mais Thierry-Henry fait ce qu'il veut quand il veut. Bonjour. Bonjour. Ah bah, je sais pas, il y a 4 micros, on va vous donner les 4 micros. Capitaine. Non, on va pas leur... On va... Un petit mot sur... On fête les 50 ans de la formation à la française. Mettez-vous dans la lumière plutôt. Je vais me mettre moi plutôt dans l'ombre. Nous, on va retourner à l'ombre, c'est mieux. Je vais rester à ma place, surtout dans l'ombre. Et asseyez-vous. Non, mais je vous en prie, Arsène, restez... Ça va. Sabrina. On va tous se serrer, voilà, on les encadre. On fête les 50 ans de la formation à la française. C'était chez vous ici, peut-être un petit mot, un souvenir. Alors, on a déjà précisé que ce qui s'est passé ici reste ici. Donc, pas de souvenir comme ça, mais un petit mot sur la formation, sur l'importance et sur la qualité de notre formation à la française. Non, déjà, bonjour à tous.
Nous, on a passé 2 ans. Alphonse, c'était 3 à l'époque à l'Institut national du foot. C'était à Clairefontaine. Pour ceux qui ont été à Vichy, nous, c'était Clairefontaine. On a commencé à apprendre que le football, c'était un métier, quoi. On est arrivé avec une passion. On a commencé à avoir une structure, à avoir des entraînements tous les jours, à vraiment être individualisé dans notre travail, à comprendre aussi ce que c'est le football, parce que voilà, il faut le comprendre. Pour le jouer, il faut le comprendre. Et ça nous a été bénéfique pour ensuite dans nos clubs, parce qu'on est arrivé avec un avantage. Et pour nous qui sommes devenus internationaux, cet avantage, on l'a gardé. Et on est très contents et on garde des souvenirs pour la vie, parce que c'est notre premier passage en dehors de la maison. Et c'est sûr que pour moi, personnellement, c'est des souvenirs que je garderai toute ma vie, quoi. Qui ose? Il dort un peu. Bonjour à tous. Tout d'abord, il faut savoir que Clairefontaine, c'est un rêve. Donc de rentrer à Clairefontaine, c'est un rêve et une fierté. Et on sait qu'on a une responsabilité envers nos collègues quand on rentre en club le week-end. Et cette responsabilité, je pense qu'elle nous suit aussi quand on intègre notre centre de formation, parce qu'on arrive avec le label INF Clairefontaine. Et sur mes 2 années, c'était des années magnifiques. On nous a appris à jouer au foot, on nous a appris à vivre au foot. Et c'est 2 années que j'oublierai jamais. L'exigence du papa. Papa, il est vieux, il est pas là. Il a pas fait Clairefontaine, il avait pas les pieds. Bonjour à tous. Avant tout, oui, on nous a appris beaucoup de choses ici à l'INF. Au-delà du foot, je pense que ce qu'il faut souligner, c'est qu'on est devenus des hommes très très rapidement. Il a fallu être autonome dès l'âge de 12-13 ans. Et je pense que au-delà du football, humainement, on est devenus des hommes avant tout. Bonjour à tous. Voilà, comme mes partenaires, l'INF, ça t'apprend vraiment beaucoup de choses, à devenir des hommes, des bons footballeurs, mais surtout à te préparer au futur, comme la formation. Voilà, tu es tout de suite rodé, tu te lèves déjà très tôt le matin, tu vas à l'école, tu es tout de suite exigeant, tu es tout de suite... T'es tout de suite exigeant aux entraînements, voilà, tu sais ce que tu veux, t'as un temps d'avance, comme le capitaine l'a si bien dit, et ouais, voilà, t'as ce truc-là en plus, et ça t'apprend aussi la classe, t'apprends à avoir la classe, t'apprends à être ici au quotidien, et en rejoignant les sélections, petit à petit, t'as un seul objectif, c'est d'aller au château, et en tant qu'international, c'est top. Merci beaucoup. Je vous propose de faire une photo de famille. L'occasion est trop belle. Allez-y, non, restez devant. On va se mettre plutôt dans la lumière. Donc devant le canapé, je suis désolée, on fait comme... on adapte. Ah, ils sont grands. On est bon pour les photos, on les libère. Merci beaucoup, un grand merci à tous. Merci beaucoup. Non, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Bon courage pour la suite. Merci Arsène. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon, 50 ans, on se retrouvera dans 50 ans, bon, sans doute pas avec moi, mais en tout cas, longue vie à l'INF, longue vie à la formation à la française et qu'elle nous mène toujours plus haut, qu'elle mène toujours plus haut toutes les équipes de France. Bon après-midi à tous. On va se retrouver dans quelques instants pour le discours du président. Mesdames, Messieurs, on va pouvoir commencer. Bon. S'il vous plaît. 2 minutes. Bon. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais dire d'abord que c'était une journée vraiment particulière.
une journée de célébration et une journée d'anniversaire. L'anniversaire, c'est celui de l'Institut national de formation à Vichy, créé en 1972 et puis installé ici à Clairefontaine en 1988. Mais plus largement, en vous regardant, ce que je voulais mettre en lumière ce soir, c'est la formation, le système de formation dit à la française, un système d'excellence qui a porté nos couleurs sur tous les terrains au plus haut. Et je voudrais remercier tous ceux qui ont répondu à l'invitation de la fédération. Je voudrais saluer Arsène Wenger, qui est aussi le représentant du président de la FIFA. Je voudrais saluer Kevin Lamour, qui est le représentant du président de l'UEFA. Saluer les membres du COMEX, le comité exécutif de la fédération, qui sont ici présents. Je voudrais aussi saluer nos sélectionneurs, Didier Deschamps, Thierry Henry, et puis aussi leurs prédécesseurs qui étaient là ce matin, et vraiment je les en remercie du fond du cœur. Aimé Jacquet, Roger Lemaire, qui nous font l'honneur d'être avec nous ce matin. Et puis je voudrais aussi remercier tous les anciens stagiaires, leurs éducateurs qui sont là aujourd'hui, et je pense que pour les uns et les autres, c'est une vraie émotion de se retrouver ici où ils ont appris leur métier de footballeur ou de footballeuse. Alors l'INF Vichy, Clairefontaine, d'une certaine manière, c'est la grande école du football. Comme le système scolaire crée des grandes écoles, eh bien nous avons notre grande école du football, c'est l'INF, c'est Clairefontaine. Au fil du temps, c'est près de 1400 stagiaires qui ont foulé les pelouses à Vichy ou ici à Clairefontaine pour apprendre leur métier de footballeur. Et ce système a créé quelques-unes de nos plus belles figures du football français. On a ici des anciens stagiaires, Thierry Henry, Kylian Mbappé, mais il y a Alphonse Areola, il y a Marcus Thuram, il y a Youssef Fofana, ils sont tous ici parce qu'ils sont tous passés par Clairefontaine, ou pour les plus anciens par Vichy. Mais j'oublie pas les joueuses aussi, puisque ça a été dit, en 1998, on a aussi créé un INF féminin, et cet INF féminin a permis à des Amandine Henry, à des Eugénie Le Sommer, à des Laure Boulot, à notre chère Laura Georges, aussi d'apprendre leur métier de footballeuse. Alors je voulais profiter de cette célébration pour rendre hommage à ceux qui ont eu l'idée de ce système. Pour ceux qui en ont la mémoire, en 1966, on a joué la Coupe du Monde et le bilan il était mitigé en Angleterre pour l'équipe de France. En 1970, on était absent de la Coupe du Monde. Et ceux qui étaient là en poste, sous la présidence de Fernand Sastre, ceux-là ont eu l'idée de donner une renaissance, un renouveau pour le football français. Et sous la houlette de Georges Boulogne, qui fut le premier DTN en France en 1970, avec autour de lui des gens comme Henri Guérin, comme Jackie Braun, comme Michel Hidalgo, eh bien ces gens-là ont eu l'idée de créer le système de formation dite à la française. Accompagné par Pierre Pibreau, certains peut-être vont sur le terrain de temps en temps, mais ne savent pas que Pierre Pibreau fut un des premiers directeurs de l'INF en 1972, et que ce sont tous ces hommes qui ont été à la source du renouveau et de la renaissance du football français. C'est eux qui ont porté l'idée originale, et qui reste originale, de faire en sorte qu'on essaie d'être dans la performance sportive, en aidant des joueurs à être les plus performants sportivement, mais aussi en étant un lieu, le football, où on transmet des valeurs, où l'éducation est un atout majeur. Et c'est cette mixité entre à la fois la partie sportive et cette partie de transmission de valeurs et d'éducation
qui forment ce qu'on a appelé le double projet. Ce double projet qui est une des singularités du football français et je pense un de ses honneurs et qui en fait un projet à dimension humaniste. Alors aujourd'hui, notre système de formation, c'est 26 pôles espoirs, garçons et filles, c'est 33 centres de formation pro, c'est près de 1000 sections scolaires sportives, et puis, puisque c'est là que tout commence, c'est 13 000 clubs amateurs qui sont à la base, puisque c'est là qu'on apprend, et avec Hubert Fournier, le directeur technique national, on a l'ambition de renforcer les écoles de football en dotant ces écoles de football d'un éducateur diplômé pour faire que, dès le plus jeune âge, eh bien, les qualités sportives puissent être transmises dans les meilleures conditions. Et c'est pour ça que je voudrais aussi rendre hommage aux 35 000 éducateurs et entraîneurs, à nos 350 cadres techniques qui sont au quotidien ceux qui font la transmission de notre football. Alors quand on lance une politique, comme ça a été fait au début des années 70 par Georges Boulogne et puis tous ceux qui l'ont accompagné, il faut un moment que ces politiques elles soient validées. Il faut que les résultats arrivent. Et je ne peux pas ce matin ne pas citer ceux qui ont permis la validation de tout ce système de formation. Et permettez-moi de rappeler Michel Hidalgo qui en 1984 fut le premier à nous permettre d'acquérir un gantrite, que cette même année, Henri Michel nous permettait de gagner un titre olympique. Nous fêterons en 2024 les 50 ans, donc mon cher Thierry, ça serait un bel anniversaire de pouvoir poursuivre effectivement cet héritage. Et puis, je veux aussi souligner la performance de l'équipe d'Aimé Jacquet. En 1998, c'est celle qui nous a permis d'accrocher cette première étoile sur notre maillot, et puis peut-être de manière tout à fait rare dans notre pays, d'unifier pendant un mois toute notre nation autour des Bleus. En 2000, cher Roger, c'est vous qui portiez l'équipe de France au sommet de l'Europe en nous permettant de gagner ce titre européen dont nous sommes si fiers. Et puis Didier, par une soirée pluvieuse à Moscou, eh bien, avec votre équipe, avec votre staff, vous avez été celui qui a porté notre équipe au plus haut, c'est-à-dire au titre de champion du monde, et nous a permis d'accrocher cette deuxième étoile sur notre maillot. Ce sont eux, ces sélectionneurs, ces staffs, ces joueurs, qui sont la confirmation que ceux qui, au début des années 70, ont imaginé ce système de formation, eh bien ce sont ces équipes-là qui, au plus haut niveau international, ont montré qu'ils avaient imaginé le bon chemin, que nous avions pris le bon chemin pour aller au plus haut. Alors pour que ce système se pérennise, il faut évidemment que la fédération puisse accompagner cette politique. Et je dois dire que depuis sa création au début des années 70, tous les dirigeants de la fédération ont eu au moins un point commun, c'est celui de faire en sorte que la politique de formation soit poursuivie et amplifiée. Très concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, ici à Clairefontaine, depuis une dizaine d'années, c'est près de 45 millions d'euros qui ont été investis pour faire de Clairefontaine un des outils les plus performants en Europe et dans le monde. Pour la fédération, c'est 15 millions d'euros qui chaque année sont investis dans nos pôles espoirs. Et puis je n'oublie pas les clubs professionnels, les 33 centres de formation, c'est 130 millions d'euros qui chaque année sont investis dans la formation. Et c'est cette chaîne qui part de nos pôles espoirs en passant par nos centres de formation pro qui amène le football français de sélection comme de club là où il en est. Et donc je veux aussi remercier la Ligue de football professionnel et tous les clubs
de football professionnel, parce que c'est eux qui, d'une certaine manière, terminent ce travail de formation et qui permettent au football français d'être la ligue des talents, comme la ligue professionnelle l'a appelée, c'est-à-dire une ligue qui est capable de former et de promouvoir les étoiles de notre football d'aujourd'hui et de demain. C'est tout ce modèle qui aujourd'hui fait une reconnaissance internationale. De multiples pays sont venus visiter ces installations de Clairefontaine. De multiples dirigeants sont venus parler avec nos coachs pour savoir quel était, entre guillemets, leur secret. C'est ce modèle qu'il nous faut aujourd'hui protéger. Et je voudrais dire que la France peut s'enorgueillir d'être à la pointe de ce travail sur le plan international. Nous avons été ceux qui avons porté l'idée des indemnités de formation. Nous sommes aussi ceux qui aujourd'hui nous battons pour avoir un contrat de 5 ans pour mieux protéger notre formation. Toutes ces idées-là, elles permettent au football français aujourd'hui, au-delà des soubresauts de l'actualité, d'être un football qui peut être fier de ce qu'il a accompli. Mais, comme dans le sport, il faut toujours regarder devant. Et regarder devant, et c'est ma responsabilité de président, c'est déjà de prévoir ce qui va se passer demain, de faire en sorte que nous préparions, comme nos devanciers, la formation et le football français de demain. Et je voudrais juste, de ce point de vue-là, dire 2-3 pistes qui me semblent importantes. Ces 2-3 pistes, elles sont autour de l'idée de l'innovation et de la recherche, de la performance. La première, c'est que, au-delà du double projet, il faut qu'on renforce ce qui est certains appellent le triple projet. Ceux qui ont été stagiaires à l'INF, à Clairefontaine, dans des centres de formation, savent bien qu'à côté de cette partie scolaire, à côté de cette partie football, parfois quand on est un jeune adolescent ou un jeune adulte, on a besoin aussi de connaître ce que sera le reste du monde. Parce que tout le monde ne devient pas pro. Moi, j'ai regardé sur une génération de 90 000 jeunes garçons, à peu près 130 deviennent pros, et 2 ou 3 deviennent internationaux. Ça veut dire que l'immense majorité n'arrive pas au plus haut niveau. Et donc c'est aussi une de nos responsabilités, à travers une ouverture sur le monde, de profiter de ce qui peut être appris dans le centre de préformation ou de formation pour préparer tous ceux qui ne deviendront pas des joueurs d'élite à leur vie d'homme ou de femme en dehors du monde du football ou plus tard. Et ça, c'est un axe qui est un des axes qu'on a présenté dans le plan d'engagement que j'ai présenté il y a quelques semaines et qui constitue un des piliers du programme de la fédération. Le deuxième point de préparation de l'avenir, on a été vraiment question ce matin, c'est, je pense qu'il faut étendre ce qui a été bien fait aux garçons, aux filles. Le football féminin, ça a été beaucoup dit ce matin, c'est un des piliers de l'avenir de la fédération en termes de développement et en termes de succès futur. Et donc il faut que, comme chez les garçons, il faut qu'il y ait des indemnités de préformation, il faut qu'il y ait des indemnités de formation, et qu'à côté du travail exemplaire qui a été entrepris, on puisse plus largement faire en sorte que ce qui a été fait pour les garçons, eh bien demain, soit aussi la voie suivie par les filles. Et puis le dernier point que je voudrais évoquer, il y a quelques semaines ici, on a inauguré un centre de recherche dans l'espace Michel Hidalgo. C'est là, dans la tradition de Clairefontaine et de l'INF, qui est un laboratoire, c'est là que se créent les méthodologies de formation de demain. C'est là qu'on travaille sur les nouvelles façons d'améliorer les temps de récupération. C'est là qu'on travaille sur les façons de mieux se préparer physiquement. C'est là qu'on va mieux utiliser les datas ou la réalité virtuelle. Tous ces éléments qui font que la formation française, et donc le football français demain, eh bien, sera toujours à la pointe. Voilà pourquoi la fédération, avec les membres du COMEX, on a tous souhaité vous réunir. Beaucoup connaissaient ces lieux, mais on a souhaité vous réunir pour qu'on puisse célébrer à la fois le passé, mais aussi célébrer ce qui va faire nos succès de demain. Donc merci à tous pour votre engagement, pour votre présence. Et puis, je souhaite évidemment bon vent au football français. Et comme l'année 2024 sera une année riche en événements sportifs, je souhaite qu'à nouveau,
notre politique de formation puisse s'illustrer au plus haut niveau en nous ramenant de nouveaux titres. Merci à tous.